Bonjour à tous et bienvenue. Petit aparté avant de commencer cette vidéo parce que je vous lis à propos du micro et de la qualité sonore des vidéos. Alors sachez qu'il y a un micro bonnette sur cette petite caméra, je le sais, c'est très loin d'être un matériel professionnel, je n'ai d'ailleurs pas les moyens et donc je change de pièce ici et là parce que je crois que le problème c'est la résonance. Alors les prochaines vidéos normalement seront tournées dehors, dans un endroit où il n'y a pas trop de vent. Problème aujourd'hui, on était rempli de bourrasques. Donc vous excuserez la qualité sonore si il y a encore des petits soucis et j'espère qu'elle n'altérera pas la qualité et le fond de la vidéo sur un thème qui me paraît très important, celui des tensions croissantes entre le Comité international olympique et la France. Alors Le Point cette semaine avait fait beaucoup parler puisqu'il y avait un édito expliquant que les mesures prises par Emmanuel Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale et les actuelles élections en France perturbaient un petit peu le Comité international olympique et aurait même courroucé son patron, l'Allemand Thomas Bach. On parlait potentiellement même d'un possible report des Jeux Olympiques 2024 et donc ça avait agité les réseaux sociaux pendant quelques heures. Alors immédiatement j'avais dit non, c'est complètement impossible pour une raison très simple, c'est déjà que le Comité international olympique c'est plus ou moins une secte. Pourquoi je parle de ça? C'est que l'accessibilité aux informations du CIO c'est super compliqué. Ce sont des membres qui se cooptent les uns les autres, presque comme une société privé, c'est littéralement ça, très loin on va dire de la FIFA. Pour comparer, la FIFA, un pays égale un vote. Tu as plein de commissions, tu vois des noms, et globalement c'est plus facile d'accéder à des sources à l'intérieur de la FIFA, ou on va dire autour à travers certaines commissions de toutes les sous-confédérations, l'UEFA pour l'Europe, la Confédération africaine de football, la Confédération asiatique. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'accéder pour avoir des informations. Le CIO, c'est quasiment blindé. Donc, la première chose à faire, c'est de voir ce qu'en pensent ceux qui sont les totems, on va dire, du journalisme olympique, qui sont quasiment tous étrangers pour la plupart. Alors on a Duncan Mackay, on a Stephen Wade, on a Jens Weinreich, on a Craig Lord, enfin bref, on a du monde, principalement les pays britanniques, germaniques, mais également nordiques, je pense à Jorgensen et d'autres, notamment ceux qui font Play the Game. Et quand tu les interrogeais, ils rigolaient, parce que si quelqu'un allait être au courant, vous vous doutez bien que ce sont ceux qui étudient ce mouvement olympique depuis des décennies et qui en ont révélé des affres absolument incroyables. Et surtout, le deuxième point qui était littéralement impossible, c'est que la France et Thomas Bach, depuis maintenant un bon moment, sont en train de marcher main dans la main. Alors, cela n'empêche pas quelques petits soucis et accroches vis-à-vis de 2024 et d'une organisation en effet locale assez défaillante, on aura le temps d'y revenir ces prochaines semaines, mais le principal point c'est que il y a une symbiose. Cette symbiose, elle s'est surtout vue, non pas pour 2024, mais pour 2030. Je rappelle que la France était de nouveau candidate pour les Jeux Olympiques d'hiver. Alors, on se rappelle évidemment du passé, d'Albertville et de Grenoble, et des déficits absolument incroyables qui s'en sont suivis. Et pour cela, je vous renvoie à mon livre qui sort ce lundi, le livre noir des Jeux Olympiques. Ah, attention, il sera en librairie Amazon, c'est quasiment une édition limitée. Vous pouvez déjà le commander, parce que je peux vous dire que vous allez voir la vérité. Ce ne sont pas les jeux paient les jeux ou autres. Et ce que j'expliquais dans le livre, et qu'on va continuer, c'est que ce qui était prévu, c'est que mi-juillet, la France devait être enfin désignée comme le pays hôte pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Pourquoi? Puisque malgré un dossier brinque-ballant qui se base entre Nice, Briançon et la Savoie, qui n'a pas vraiment de garantie technique, et encore moins de garantie financière, contrairement par exemple au dossier suisse beaucoup plus établi, voire à celui au tout début, puisqu'il y avait Stockholm également qui candidatait, il y a, je crois que c'était en octobre ou novembre dernier, le CIO faisait comprendre que son choix fallait porter des discussions, on va dire, presque exclusives, avec la France. Et Salt Lake est également candidat, l'idée c'était de mettre Salt Lake pour 2034 et la Suisse potentiellement pour 2038. Donc, main dans la main, malgré un dossier très faible, de l'avis de tous les experts internationaux que j'ai pu consulter, le dossier français pour les Jeux Olympiques 2030 est le plus faible et le moins bien réalisé depuis très longtemps. Et tout le monde sait qu'en effet, il y a une entente plus que cordiale entre le CIO et la France, parce que le CIO a obtenu tout ce qu'il attendait de la France. Ça, je n'ai pas non plus trop spoilé le livre, mais vous allez voir, indépendamment du régime fiscal, il y a vis-à-vis du droit du travail et vis-à-vis de plein d'autres choses, faisant que la France accueille le CIO comme une monarchie, comme un État, comme un super royaume qui ne dit pas son nom, avec tous les fastes de la République. C'est bien simple, de droite comme de gauche, on s'est mis depuis très longtemps à califourchon pour accueillir Thomas Bach et ses inféodés.
Donc de fait, on a voulu favoriser 2030. Et le problème, comme l'expliquait très bien Rachel Pretty de l'équipe il y a quelques semaines, c'est qu'il faut l'aide de garantie en fait de l'État. Parce que, comme tous les Jeux Olympiques, à fortiori en hiver, il y aura un déficit. Et donc, on a calculé un budget qui a été sous-estimé, comme, et c'est triste à dire, pour l'ensemble de ces compétitions internationales sportives, la plupart des comités d'organisation sous-estiment de manière volontaire le budget. Et c'est comme ça qu'après on obtient des rallonges, etc. et qu'on va les puiser dans l'argent public. Parce que je le répète, les jeux ne paient pas les jeux, à moins qu'Amélie Oudéa-Castéra ait oublié les leçons de mathématiques apprises depuis le CP. Donc, quoi qu'il en soit, le budget, on disait qu'il y avait au moins 400 millions de déficit. Non, c'est bien plus, Rachel Pretty l'expliquait bien dans l'équipe. Et en fait, la lettre de garantie qui te fait se dire qu'en effet, en cas de déficit, l'État est garant, en gros c'est ça ce que veut le CEO, c'est la garantie de l'État pour dire ok, s'il y a des problèmes financiers, l'État est là. Et bien normalement, elle doit être signée par le Premier ministre, sauf que Gabriel Attal a refusé de la signer. Ce qui a créé des distensions au sein de l'Élysée, parce qu'Emmanuel Macron force à tout prix pour qu'il y ait cette lettre de garantie, que son Premier ministre n'a pas signé. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, elle veut évidemment que ça soit fait, et je rappelle, celle-là, elle est très importante, parce que dans ce qui va se passer pour 2030, on s'appuyait sur l'expertise française, et notamment des derniers champions du monde de ski de 2023 tenus en France, où Amélie Oudéa-Castéra a vanté l'organisation qui faisait les vraies suites à la cacophonie de la finale Ligue des Champions en Seine-Saint-Denis, je pense que vous vous souvenez de ce qui s'était passé. Et donc, elle s'est répandue de partout. C'est exceptionnel, en remerciant les bénévoles, l'organisation, enfin pour tout le monde. Un rapport devait avoir lieu. Le rapport n'est jamais sorti. Et on se rend compte que cette excellente organisation a créé un trou de 2 à 3 millions d'euros. Il ne faut rien dire. Rien pour entraver les Jeux Olympiques de 2030, rien pour entraver également de potentielles places très juteuses financièrement individuellement pour tous les membres qui composeront le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Donc toute cette petite famille du sport ne dit rien. Les déficits, le fait que l'État doit à chaque fois compenser les pertes, donc nous autres le contribuable, il ne faut absolument rien dire. Le CEO est très content d'ailleurs de ça. Sauf que le CEO, ça fait un moment qu'il attendait. Vous nous avez tout envoyé en retard, sachant qu'en effet le dossier français a été envoyé, mais alors vraiment en retard à tous les niveaux, la présentation, qui ne convainc absolument personne d'ailleurs, ce sont vraiment pour des raisons politiques. Sauf qu'il n'y a toujours pas la garantie financière. Et je crois qu'ils ont jusqu'au 11 juillet. Gabriel Attal va non pas la signer. Qu'est-ce qui va se passer après ces élections-là? Est-ce qu'il y aura le temps du gouvernement? Alors, il y a plein d'options qui circulent dans le milieu du sport, ou d'ailleurs je peux vous dire quelque chose de très marrant. Le ministère des Sports en France, bon, c'était un ministère, voilà, deuxième, troisième zone. Et là, tout le monde veut y aller. Avec Premier ministre, tout le monde veut y aller. C'est quand même assez curieux, on va dire. En effet, il y a les JO, et potentiellement, on sera avec tous les chefs d'État ici et là, on va pouvoir se montrer, et ils pensent que pour leur carrière et leur avancement individuel, être ministre des Sports de la France actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux. En aucun cas, on parle du sport. Mais aussi, on n'est pas content, parce qu'on se dit, attendez, on donne tout à la France à ce niveau-là, on les favorise alors qu'ils ont un dossier plus que limite, et on n'a toujours pas la lettre de garantie. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours si la France ne signe pas? Alors Emmanuel Macron veut à tout prix ces Jeux Olympiques d'hiver 2030 et il n'est pas le seul. Donc c'est pour ça qu'il y a des tensions actuellement entre le CEO et la France. C'est au sujet de 2030, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et de l'autre côté, vous avez les Suisses en embuscade qui, quelque part, ont été un petit peu les dindons de la farce si on devait comparer les deux dossiers. Et en parlant de dossier, celui de Salt Lake pour 2034, vous lisez les présentations et vous lisez pour 2030, vous vous dites qu'en effet la France a fait un dossier absolument ridicule, ce qui pose bien des questions vis-à-vis des gens qui sont derrière ce projet. Mais qu'importe les coûts, qu'importe le fait que ça soit sur 3 territoires différents de l'Hexagone, pourquoi pas après tout, mais en fait ça fait pas beaucoup de sens et il n'y a aucune garantie financière surtout. Sauf qu'il y a également d'autres tensions entre le CEO actuellement et la France vis-à-vis de 2024. Ça concerne notamment la Seine, parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte depuis un mois, le CEO, qu'il fallait un plan B, ce qui avait été plus ou moins oublié. Et pendant très longtemps, au comité d'organisation de 2024, on te disait non, il n'y a pas de plan de secours, ce sera la Seine ou rien du tout. Bon là maintenant Tony Estanguet, visiblement bien meilleur pour faire des déclarations publiques que pour gérer le COJO et certaines relations d'ordre privé, eh bien il a commencé à dire qu'en effet il y avait un plan B. Parce que le CEO commence à mettre des pressions, parce qu'il s'inquiète. Il s'inquiète pour plein de choses, sur plein de petits détails. Parce que l'amateurisme, le copinage et le retard de certaines choses liées au comité d'organisation 2024 fait dire au CEO, bon, les autres jeux, globalement, étaient mieux organisés, mieux mis en avant. Et là, on revient à ce fameux article de l'Express qui avait été repris immédiatement par le JDD et tant d'autres. Donc, immédiatement, j'avais dit non. Et quelques heures plus tard, le CEO dément. Et ensuite, c'est Le Point, excusez-moi, c'était pas l'Express. Le Point nous explique que non, en fait, ils se sont fait avoir et que visiblement, ce seraient les Russes derrière les campagnes de désinformation russes. Alors, je vais le répéter. D'une, c'est très dur d'avoir des vraies informations sur le CEO. J'ai mis énormément de temps
et encore, je dois beaucoup aux monstres du journalisme de l'Olympisme que je connais la chance depuis des années, parce que sinon, c'est quasiment une forteresse imprenable. Le deuxième point, c'est qu'actuellement, les Russes, oui, il y a le troll farming, ça existe comme tous les pays, je veux dire, les Émirats sont très forts, le Rwanda est très fort là-dessus, enfin, il y a plein de pays qui utilisent les réseaux sociaux pour certaines déstabilisations ou autres, l'Azerbaïdjan, enfin bref, mais la France fait exactement pareil, notamment sur certaines campagnes en Afrique. Donc que certaines entreprises de désinformation existent, c'est une réalité. Maintenant, il y a aussi beaucoup de méconnaissance en France vis-à-vis de ce qu'est le mouvement olympique, parce qu'on nous rabâche tout le temps ces valeurs olympiques. Mais globalement, on a du mal en fait à connecter tous ces éléments-là et à comprendre la substance très particulière du CIO qui différencie de la FIFA, de la FIBA et de toutes ces autres fédérations internationales. Le CIO, c'est la numéro 1, sauf qu'elle agit dans l'ombre et donc davantage dans une certaine impunité avec des monstres totémiques de l'olympisme. On peut penser au Canadien Dick Pand à l'époque, qui était le premier président de l'Agence mondiale antidopage, qui elle-même a été fondée et financée par le CIO, comme le tribunal arbitral du sport, dirigé aujourd'hui par le totémique australien John Coates, celui-là même, rendez-vous compte, qui avait avoué, ce qu'on a sorti dans le Guardian il y a 2 ans, parce qu'on a retrouvé les bandes audio, qu'il avait acheté plus ou moins les votes du Kenya et de l'Ouganda pour les Olympiques de Sydney en donnant des bourses, etc. Mais pas de panique, puisqu'à l'époque, ce n'était pas interdit. On apprend qu'en fait c'était pas noté. Donc vu que c'était pas noté sur un règlement, c'était quelque part pas motif de sanction. Donc bravo au CIO pour son ingéniosité pour toujours nous répondre. Et dans ce petit monde sportif absolument incroyable, je rappelle que John Coates est le président du tribunal arbitral du sport. Donc la plus haute juridiction sportive internationale, oui, ce même homme qui avait acheté des voix pour les Jeux Olympiques de Sydney. Alors évidemment, tout ça est magnifique et on se demande pourquoi tous les politiciens français de droite comme de gauche se sont couchés devant ces gens-là qui sont capables des pires bassesses. Alors ça, je ne spoil pas trop. Dès lundi, vous retrouverez donc le livre noir des Jeux Olympiques disponible en librairie, en e-book de partout. Vous pouvez déjà le précommander, j'ai mis les liens. Ce lundi, je ferai une vidéo spéciale dessus et j'espère avoir un petit peu de promotion pour présenter cet ouvrage qui risque de surprendre beaucoup de gens, à commencer par les politiques qui n'ont pas pactisé forcément avec le diable, mais peut-être avec pire encore. Malgré tout ça, bonne fin de semaine, équipe de Faith.